Au sommaire de ce journal, désignation des membres de la CENI, le FCC monte encore une fois au créneau. Il dénonce cette fois le débauchage dont sont sujets ses membres. Et la République du Congo célèbre ce dimanche son 61e anniversaire de l'indépendance. Une cérémonie a été organisée à cette occasion au Palais des Congrès. Et justement, en Haïti, le bilan ne cesse de grimper après le séisme de magnitude 7.2. Plus de 724 personnes ont été déclarées mortes. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité. À la une de l'actualité, le Front commun pour le Congo dénonce la tentative de débauchage de ses membres pour occuper les postes réservés à l'opposition dans la commission paritaire ainsi qu'au sein de la centrale électorale afin de légitimer ces deux structures par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Dans une déclaration rendue publique ce samedi 14 août 2021, le Front commun pour le Congo FCC a fustigé des manœuvres immorales et illégales concoctées par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, tendant à débaucher certains de ses membres pour occuper les postes réservés à l'opposition dans la commission paritaire ainsi qu'au sein de la centrale électorale afin de légitimer ces deux structures. Le FCC condamne et dénonce tout particulièrement les manœuvres aussi immorales qu'illégale du président de l'Assemblée nationale qui, fidèle aux pratiques qui ont permis de mettre artificiellement en place la majorité parlementaire actuelle, tente depuis quelques jours de débaucher des membres du FCC en leur offrant des postes réservés à l'opposition aussi bien dans la commission paritaire qu'au sein de la CENI dans l'espoir de donner une apparence de conformité à la loi. À ces deux structures, a condamné la conférence des présidents de cette plateforme politique, tenant compte des divergences profondes qui persistent entre les parties prenantes sur le choix des animateurs de la CENI. Le FCC a réitéré son refus de présenter ses délégués à cette institution d'appui à la démocratie, encore moins à la commission paritaire qui s'illustre comme une caisse de résonance de l'union sacrée, voulant à tout prix avoir une CENI aux ordres. Le FCC réaffirme donc qui n'a délégué personne à la structure interne à l'Union sacrée, indûment baptisée commission paritaire. Les bars, terrasses et boîtes de nuit rouvrent à partir de ce dimanche. L'annonce a été faite hier dans la soirée par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya à la suite de la réunion du gouvernement et celle de la task force que dirige le chef de l'État. Selon le ministre de la Santé publique, le taux de prévalence de la pandémie à Covid-19 est passé de 80% à 15%. Face aux chiffres rassurants au niveau de la nation, il a été décidé aujourd'hui au niveau d'une grande réunion de la task force pour alléger les mesures telles que le ministre de la Communication vient de le dire. Donc, les bars pourront réouvrir, les boîtes de nuit, les discothèques jusqu'à 23 heures, le couvre-feu maintenu de 23 heures à 4 heures du matin et également le deuil. Pour les deuils, il n'y a pas de modification parce que nous pensons qu'il faut maintenir certaines mesures et les rassemblements sont autorisés dans les conditions qui viennent d'être dites. Voilà, chers collègues, le complément en termes d'arguments scientifiques pour renforcer ce qui a été dit, ce qui a été retenu pour que nous puissions revenir plus ou moins à une vie normale. Il est important de rappeler que nous avons baissé les mesures, mais nous ne revenons pas à la vie normale parce que nous devons mettre en tête qu'au niveau international, il y a des alertes contre une quatrième vague de la pandémie Covid-19 qui peut arriver fin novembre, début décembre. Nous allégeons les mesures pour que la vie reprenne un sens, mais nous conseillons énormément la population au strict respect des gestes barrières. Toutes les activités qui ont été allégées sont adjointes au strict respect des gestes barrières. Vous les connaissez, le port correct de masque, le lavage régulier des mains avec de l'eau ou du gel hydroalcoolique, également éviter de se toucher. Toutes ces mesures devraient avoir l'accompagnement des médias et effectivement et de toutes les structures
pour porter haut et fort le message du gouvernement. Et au cours d'une cérémonie pleine d'émotions hier samedi sur le parvis de la clinique quinoise, le chef de l'État a rendu hommage à 7 officiers de la force aérienne des FARDC tombés dans un double crash en décembre 2020. Commentaire de Fabien Lumbala. Commandant suprême des forces armées et de la police, le président de la République s'est incliné devant chacun des 7 cercueils exposés au funérarium et décoré chacun d'eux avec la médaille de croix des bravoures. Près d'une année après les 2 crashs successifs survenus le 28 et le 30 décembre 2020, en pleine opération, le président Félix-Antoine Tshisekedi a voulu, à travers cette cérémonie, marquer la reconnaissance de toute la nation aux officiers. Lieutenant-colonel Sogugada, lieutenant-pilote Kialumba Emmanuel, Mobekuma Henri, Moulongo Francis, Badibanga David, les sous-lieutenants Boutiri Biamungu et le lieutenant Kalunga Isaac, mécanicien d'aviation, est seul rescapé de ces accidents tragiques. Pour rappel, le 20 décembre 2020, en début des soirées, un hélicoptère de combat opéré par la force aérienne des forces armées de la RDC en provenance de Bunia, avec à son bord 3 membres d'équipage, avait fait un crash à 60 km de la ville de Kisangani. Un pilote était décédé sur place tandis que les 2 autres étaient blessés, dont l'un grièvement. Après une nuit passée dans la jungle, le sous-lieutenant Kalunga prit le courage de marcher dans la forêt le 28 décembre à la recherche des secours. Entre-temps, après 2 jours de recherche, le 2e hélicoptère parti de Kisangani le 30 décembre avec le colonel Sogugada réussit à trouver les corps du pilote décédé et son collègue blessé ainsi que l'épave de l'aéronef. Quelques minutes après le décollage, ce 2e hélicoptère de secours ayant transporté les 2 accidentés fait à son tour un crash dans la même zone. Et cette fois, il n'y aura aucun survivant. Des images macabres des victimes firent le tour de la toile. Aussitôt informé de ce sinistre, le président de la République décida de faire déplacer les dépouilles de ces vaillants soldats à Kisangani pour un hommage public et une inhumation en toute dignité en présence de leurs familles respectives et des corps constitués de la République. Un moment de vive émotion pour les membres des familles éplorées et particulièrement pour le seul rescapé élevé au grade de capitaine et décoré de la médaille de croix des bravoures. Une cérémonie programmée de longue date et organisée au lendemain de l'arrivée à Kinshasa d'une équipe des forces spéciales pour la pacification de l'Est du pays. Et dans les échos des partis politiques, le député national Samuel Mbemba était face à la Ligue des jeunes de son parti politique pour une séance de sensibilisation. Profitant de l'occasion, le haut cadre de la Convention pour la République et la démocratie a exhorté les jeunes du parti de Christophe Mbosso à ne pas céder à la manipulation politicienne. C'est une foule en liesse qui a répondu présent au rendez-vous de la Convention pour la République et la démocratie, parti cher à Christophe Mbosso Nkodia. Ces jeunes, membres de la CRD, se sont réunis autour de leur leader, le député national Samuel Mbemba, pour une séance de conscientisation. Dans son speech, l'élu de Lukunga et directeur de cabinet de l'Assemblée nationale a exhorté la Ligue des jeunes de la CRD à ne pas céder à la manipulation politicienne. Est-ce que je vous ai remis de l'argent pour une marche? Que personne ne vienne vous manipuler. Si vous n'avez reçu aucun mot d'ordre de ma part, ne cédez pas à la manipulation. Nous avons le devoir de défendre notre pouvoir. Je suis venu pour vous conscientiser. Message bien capté par ces jeunes qui ont réitéré leur soutien total au leader de Kanluka, Samuel Mbemba. Membre de l'Union sacrée de la Nation, la Convention pour la République et la démocratie de Christophe Mbosso Nkodia soutient la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Et la communauté chiite de la RDC a rendu hommage ce dimanche à Al-Hussein Ali, petit-fils du prophète Mahomet, décédé le 10 octobre en 680 lors de la bataille de Karbala. Il s'agit d'une fête importante du calendrier musulman. À Kinshasa, la jeunesse de l'AIC a invité les jeunes à assainir la tombe de l'imam dans leur kabourou, autrement appelé cimetière.
C'est en marge de la commémoration de l'an 61, marquant la mort de Al-Hussein Ali, petit-fils du prophète de l'islam Mahomet, que ces jeunes chiites sont réunis. La mort d'Al-Hussein, considérée violente par les chiites, est commémorée tous les ans lors des cérémonies de la Ashura. Des commémorations s'accompagnent des cérémonies de deuil, au cours desquelles sont lus des récits de la mort d'Al-Hussein. Et le deuil collectif se poursuit pendant 40 jours et prend fin avec les célébrations du 40e jour d'Al-Hussein. Ibrahim Matuika, président de la jeunesse de l'AIC, explique. Nous avons pu organiser cette activité parce que nous, à l'islam, nous avons une période qu'on appelle Ashura. Le premier mois de notre calendrier linéaire. L'activité qu'on va organiser aujourd'hui, c'est pour commémorer l'avènement qui s'était passé en l'an 61 de le jour où on avait massacré et assassiné violemment le petit-fils du saint prophète qu'on appelait Imam Hussein alayhi salam, le martyr, le maître de tous les martyrs. Raison pour laquelle la jeunesse de l'AIAC, nous avons assis autour d'une table pour organiser cette grande manifestation d'aujourd'hui à la mémoire d'Imam Hussein. Cette manifestation, ça se passe souvent dans des pays arabes. Les gens quittent des différents pays pour se rendre à Karbala. Mais nous, on n'a pas de moyens pour se rendre à Karbala. Raison pour laquelle on s'est convenu, comme on n'a pas de moyens pour se rendre à Karbala, on peut le faire dans notre cas pour nous. Il s'est de rappeler que la mort de Al-Hussein Ali constitue un événement essentiel dans le développement de la pensée. Et revenons sur cet incendie qui s'est produit depuis le 5 août dernier à Bukavu, où plusieurs familles jusqu'à présent passent les nuits à la belle étoile. De son passage, le député national Olive Moudekereza est allé s'enquérir de la situation. Sur place, il a posé un geste de solidarité avant de demander aux autorités de se préoccuper de la situation car les conditions sociales des victimes se détériorent. C'était un geste de solidarité africaine que cet élu de Walungu a posé aux victimes de l'incendie des PH2 dans le quartier Nialukemba, commune d'Ibanda à Bukavu. Olive Moudekereza lance ainsi un appel à toute personne de bonne volonté d'emboîter les pas pour soulager ses familles en détresse. Je viens de remettre la copie de la lettre de plaidoyer que j'ai fait au niveau du gouvernement depuis le mois de mai pour dire qu'il faut un plan urbain de la ville de Bukavu. C'est comme on l'a fait pour le Nord Kivu. Nous sommes une ville bâtie sur 6 000 hectares. Nous sommes 1 million d'habitants. Ça fait déjà 2000 personnes sur 1 hectare. Pourtant, les normes et les standards, c'est 300 personnes. Nous sommes déjà 10 fois plus. Donc, l'incendie reviendra tous les jours. Les éboulements viendront. L'inondation viendra. Nous sommes à côté d'une rivière ici. Demain, ça va être inondé aussi pour engloutir cette population d'ici. Il faut que la ville de Bukavu, que les gouvernements puissent faire un plan d'aménagement, orienter la population vers Moudaka, vers Chidaho, vers Nyangezi. Et le plan urbain des villes comme partout au monde doit être fait par les ministères de la mairie du territoire, y compris de l'urbanisme. J'ai écrit, je viens de remettre au chef de quartier la copie de la lettre adressée, copie au chef de l'État, au Premier ministre. C'est pour la ville de Bukavu. La ville de Goma est en train de trouver des solutions. Il faut venir pour la ville de Bukavu. Les bénéficiaires ont salué cet acte de générosité qui va tant soit peu alléger leur souffrance. Donc je suis parti aussi, je fais partie des sinistrés parce que même ma maison a été calcinée. Je n'ai rien récupéré dedans. Je dis vraiment merci et nous remercions et nous louons les actions de l'honorable Olive Moudekereza qu'il continue, qu'il soit béni parce qu'il porte à cœur la population de cette ville. Rappelons ici que c'est depuis le 5 août dernier que ce drame s'est produit, ravageant ainsi plus de 90 maisons et laissant au moins 600 familles sans abri. Et en province à présent, dans le cadre de l'amélioration et du renforcement des infrastructures routières dans la province du Lualaba, le ministre provincial des infrastructures a lancé les travaux d'asphaltage de plus de 7 km des avenues dans la commune des Fungurume. Et c'est grâce à la redevance minière due aux ETD que ces travaux s'exécutent. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, son Excellence Paulin Kalao, représentant du gouverneur Haï du Lualaba, son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, vient de lancer les travaux d'asphaltage des 7 km des avenues de la commune de Fungurume, dont la cérémonie solennelle a eu lieu ce vendredi 13 août 2021 au croisement de la route Kasolondo et l'avenue Kimbangu. Il s'est fait accompagner du commissaire général en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne, Madame Lydia
Kodia Kapapa. Prenant la parole pour la circonstance, M. Christian Mukonto, bourgmestre de Fungurume, a tout d'abord expliqué les biens fondés du projet sous l'assistance de son adjointe Mme Armandine Moukekwa Agé. Excellence Paulin Kalaou et représentant de l'exécutif provincial s'est dit satisfait du commencement de ces travaux car la réalisation de ces projets s'inscrit donc dans le cadre du renforcement des infrastructures routières. Nous sommes très heureux de constater que Fungurume n'est pas resté à marge dans la vision du chef de l'État. À Kolwezi, si vous y passez, Kolwezi est presque tout un chantier. Et je viens ici à Fungurume et je constate cela. Il y a de quoi nous réjouir en tant que gouvernement et féliciter l'autorité communale qui a compris la vision du gouvernement provincial. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se matérialise ainsi dans cette partie de la province du Lualaba à travers la volonté de M. Christian Mukonto. Il est à noter que ces travaux seront exécutés par l'entreprise Malta Forest pour un délai de 6 mois sur fonds propres de la commune de Fungurume issue de la redevance minière. Et l'actualité en dehors de nos frontières, la République du Congo a célébré ce dimanche son 61e anniversaire de l'indépendance. La célébration organisée au Palais des Congrès a été marquée par la prise d'armes en présence du président Denis Sassou Nguesso. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a précisé que la République du Congo peut tenir le cap surtout par la volonté et la détermination de son peuple à demeurer fidèle aux idéaux des pères fondateurs et aux valeurs communes. Et le bilan ne cesse de s'alourdir après le séisme de magnitude 7.2 qui a touché Haïti. Le bilan est passé à plus de 724 morts et 2000 blessés. Ces événements ravivent les terribles souvenirs du grand tremblement de terre de 2010. C'est un séisme identique à celui de 2010 qui avait fait près de 300 000 morts. La journée commençait plutôt bien quand le tremblement de terre a secoué tout le pays le samedi à 8h30 heure locale et 13h30 heure de Kinshasa. Des équipes des sauveteurs continuent de chercher des survivants dans le sud-ouest de l'île. Les dégâts sont très considérables. De nombreux bâtiments se sont effondrés lors de la puissante secousse qui a piégé des centaines d'habitants sous des dalles de béton. Le bilan provisoire fait état de plus de 724 morts et 2800 blessés et de nombreux disparus. La joueuse de tennis Naomi Osaka va offrir ses gains du tournoi de Cincinnati pour aider les victimes. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence pour 1 mois sur les 4 départements affectés par la catastrophe. Les 253 médecins cubains présents dans le pays pour coopérer dans la lutte contre la Covid-19 ont adapté un hôpital pour recevoir les blessés. Plusieurs pays se sont mobilisés pour apporter leur aide, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, le Mexique, le Pérou, l'Argentine, le Chili ainsi que l'Espagne. En 2010, plus d'1 million d'Haïtiens s'étaient retrouvés sans logement. Le défi humanitaire n'a jusqu'à ce jour pas été relevé. Le pays, souvent frappé par des ouragans, est plongé depuis un moment dans une crise socio-politique profonde. Et en Afghanistan, le pouvoir va bientôt être transféré entre les mains des talibans. Le ministère de l'Intérieur a accepté de le faire pacifiquement. À moins d'1 mois, les talibans ont réussi à s'emparer de Kaboul contre tout ce qu'on pouvait espérer. À Kaboul, l'on efface déjà les images des femmes peintes sur les murs. Le mouvement fondamentaliste islamiste veut réinstaurer son régime où les femmes seront obligées de porter le voile intégral et ainsi perdre le droit de se déplacer seules. Les larmes de cette jeune fille ont fait le tour du monde. Le pays vit des turbulences et cela depuis 2 décennies. La présence des Américains n'a pas pu changer la situation. Le pays se trouve au même stade que le Vietnam en 1975. La jeune fille désespérée craint pour les femmes afghanes délaissées à leur triste sort par le reste du monde. Les talibans, eux, ont mis moins de temps pour s'emparer du pays. En moins de 8 jours, ils s'étaient emparés de la moitié du pays. Pour son chef, la loi islamique ne s'appliquera pas seulement à l'Afghanistan, mais
partout dans le monde. Le président Ghani a quitté le pays peu avant 16 heures. Selon plusieurs sources, il se serait exilé vers le Tadjikistan et devrait ensuite partir dans un pays tiers qui n'a pas été évoqué. Les Occidentaux n'auront pas réussi à réaliser leur promesse, celle de mettre fin au régime des talibans. Après 20 ans, ils sont de retour à Kaboul. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé qu'il n'y aurait pas d'attaque, mais un transfert pacifique du pouvoir vers un gouvernement de transition. Mais les talibans, eux, s'attendent à une passation complète du pouvoir. Les nombreuses puissances occidentales continuent d'évacuer leurs ressortissants. Place au rappel des titres à présent. Désignation des membres de la CENI, le FCC monte encore une fois au créneau. Il dénonce cette fois le débauchage dont sont sujets ses membres. Et la République du Congo a célébré ce dimanche son 61e anniversaire de l'indépendance. Une cérémonie a été organisée à cette occasion au Palais des Congrès. Haïti, le bilan ne cesse de grimper après le séisme de magnitude 7.2 qui a secoué hier le pays. Le bilan provisoire fait état de 724 morts et près de 3000 blessés. Fin ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité, c'est à voir et revoir sur votre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. Le Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais BCPSC en sigle a la profonde douleur d'annoncer le décès de maître Jean-Marie Mbalaka, secrétaire exécutif adjoint du BCPSC ce vendredi 13 août 2021 à Kinshasa. En attendant de fixer le programme, le deuil est observé en la résidence du défunt 6 avenue Yenge, numéro 2, quartier Mboudi, en face de Bracongo. Ce communiqué s'adresse particulièrement aux personnalités de la République, aux membres du personnel du BCPSC, aux membres des familles, amis et connaissances, et à toute la communauté du Grand Équateur. Cette annonce tient lieu de faire part. Il y a une louange qui ne s'éteint